À quel moment avez-vous compris que votre enfant n'était pas guéri de son traumatisme? L'ex de mon fils lui a imposé 1000 burpees parce qu'il avait mangé un morceau de gâteau d'anniversaire. Puis elle s'est mise à rire quand il s'est écroulé de fatigue. Quand je lui ai passé l'enregistrement où on l'entendait dire « J'ai adoré le briser », elle s'est contentée de hausser les épaules avant de lâcher. Au moins, j'ai trouvé mieux. Je suis parti. C'était il y a 4 mois. Ce matin-là, elle avait 47 appels manqués de son psy. Quand Jake, mon fils, est rentré et a balancé son ballon de basket du balcon, j'ai senti qu'il y avait un problème. Mais je savais aussi que si j'allais cogner à sa porte pour lui demander ce qui n'allait pas, il m'aurait rembarré à la façon des ados, genre « fous-moi la paix ». Alors, j'ai préféré attendre le lendemain matin pour lui préparer une omelette bien chaude, sauf qu'il n'était plus là. J'ai entendu un bruit sourd venant du jardin. En allant vers l'abri, je l'ai trouvé en train de faire des pompes, trempé de sueur, allongé par terre. Il en était à la 65e quand il m'a enfin aperçu. « Papa, faut que je te parle », il a lancé. Il m'a raconté ce qui s'était passé à l'entraînement. Son ex, pas franchement fréquentable, avait refilé son sweat préféré à son nouveau copain Trevor, le capitaine de l'équipe de basket. Après l'entraînement, Jake a voulu le récupérer, mais elle l'a dévisagé avant de lâcher. Au moins maintenant, il est à quelqu'un qui a des muscles. Trevor en a rajouté en contractant les biceps devant tout le monde, et l'équipe entière s'est marrée. J'ai soutenu le regard de Jake, m'attendant à y lire de la peine ou de la tristesse. Mais j'y ai vu autre chose, une sorte de détermination féroce. J'en peux plus d'être le boulet dont tout le monde se moque. Je vais tout changer. Au début, j'ai cru que c'était positif. L'effort physique, parfois, ça remet les idées en place. Mais en 2 semaines, il avait déjà perdu 9 kilos. Sa prof, Mademoiselle Thompson, m'a appelé pour m'informer qu'il dormait en cours dès la première heure. Quand je lui ai posé la question, il m'a montré l'historique de ses réveils. Il se levait à 4 heures pour courir, puis enchaînait avec la muscu à 5 heures. Ceux qui réussissent font des sacrifices. Il répétait, imperturbable. Les changements se sont multipliés. Je l'ai surpris à faire 1000 burpees à minuit parce qu'il avait pris une part de gâteau à l'école. Quand sa grand-mère est venue avec sa fameuse lasagne, il est resté assis à table, serrant sa boîte Tupperware pendant qu'elle pleurait en silence. « Je peux pas me permettre d'écart », disait-il en avalant son poulet sec. « Tu savais qu'elle me faisait marcher derrière elle au collège pour que personne ne sache qu'on était ensemble ?» Sa voix s'est brisée. Je vais devenir quelqu'un qu'elle regrettera d'avoir perdu. 2 semaines, 9 kilos envolés. Un après-midi, j'ai fait ce que je m'étais promis de ne jamais faire. J'ai fouillé dans son journal. À la 2e page, j'ai eu froid dans le dos. Il avait écrit « Maman savait que j'étais gros. Elle ne m'a jamais dit la vérité. Sa mère est morte quand Jake avait 11 ans, à cause d'un trouble alimentaire. Elle préparait des repas gigantesques pour lui, mais se privait en cachette. C'est Jake qui l'a retrouvé effondré dans la cuisine. Ses derniers mots pour lui « Tu es parfait comme tu es, mon chéri. » Maintenant, mon fils se détruisait à son tour, persuadé que ces mots n'étaient qu'un autre mensonge. Ce soir-là, je lui ai parlé d'un thérapeute recommandé par un ami de la famille. « Non, papa, je te déteste. » Je pensais qu'il hausserait le ton, mais il s'est contenté d'acquiescer, comme s'il s'y attendait. Pendant des semaines, Jake y est allé sans broncher. Le docteur Liam disait qu'il progressait à pas de géant. Jake a même recommencé à prendre le petit déjeuner avec moi de temps en temps. J'ai cru qu'on avait franchi un cap, jusqu'à ce que, 6 mois plus tard, la police m'appelle. Mon fils avait tenté de se noyer dans le lac Miller à 5 heures du matin, mais il ne voulait pas mourir. Il s'entraînait comme un Navy SEAL dans une eau à 4 degrés, les lèvres bleues, en hypothermie, continuant à nager. Quand ils l'ont sorti de l'eau, il répétait « Je ne suis plus faible. Dites à Sarah que je ne suis plus faible. » Les ambulanciers ont raconté qu'il leur avait demandé de calculer son taux de masse grasse dans l'ambulance. Il faisait 54 kilos pour 1m73. À l'hôpital, il dormait quand Sarah est arrivée avec Trevor, son sourire suffisant et le sweat de Jake sur les épaules. « Je ne voulais pas que ça tourne comme ça », a-t-elle soufflé, avant d'ajouter « Je voulais juste être honnête pour le sweat. » Jake s'est réveillé pendant qu'elle parlait. Il l'a vue avec le sweat et s'est mis à rire. Pas un rire naturel. Non, un truc qui mettait mal à l'aise. « Bien sûr que tu le portes », il a dit, évidemment. Il ne s'arrêtait plus. L'infirmière a dû appeler un médecin pour le calmer, pendant que Sarah reculait lentement vers la sortie. Mais même après leur départ, le cœur de Jake ne se calmait pas. Le médecin m'a pris à part pour m'expliquer que son corps lâchait. Ils ont commencé une alimentation en perfusion, mais Jake ne cessait d'arracher les tubes. « Ça va me faire grossir », murmurait-il. Cette nuit-là, son cœur a lâché 2 fois. Ils l'ont ramené à chaque fois, mais le médecin m'a prévenu que les dégâts étaient trop graves. Il s'est réveillé une dernière fois. « Papa, est-ce que je suis assez mince maintenant ?» il m'a demandé. Je lui ai répondu qu'il était parfait, qu'il l'avait toujours été. Il a souri puis a murmuré « Ne me mens pas comme maman ». Jake est mort à 3h30 du matin. Cause officielle, arrêt cardiaque suite à une dénutrition sévère et à l'hypothermie. Je n'ai rien dit, non pas parce que je n'étais pas anéanti, mais parce que je savais déjà que Sarah allait devoir payer. Je suis resté 20 minutes dans ma voiture, garée devant la maison funéraire, à regarder l'Instagram de Sarah à travers mes larmes. Elle posait là, le sweat de Jake sur les épaules, le mascara coulant parfaitement, prenant un nouveau selfie. La légende disait « Rip Jake, tu étais aimé ». Avec 3 cœurs brisés. Mes mains tremblaient sur le volant pendant que je la regardais faire défiler les filtres, cherchant celui qui sublimerait au mieux son chagrin. Le parking était presque désert. Presque tout le monde était parti après la cérémonie, mais Sarah traînait avec ses copines. Chacune à leur tour prenait la pose avec elle, l'enlaçant, pendant qu'elle serrait ce sweat comme un trophée. Je n'ai pas pu m'empêcher de voir la tache de ketchup séchée sur la manche gauche, celle du dernier repas de Jake à la maison, quand il avait enfin accepté de manger un burger avec moi. C'était 3 jours avant le lac.
J'ai quitté la voiture et je me suis avancé vers elle. Quand Sarah m'a aperçu, elle a resserré son sweat autour d'elle et chuchoté quelque chose à ses copines, qui se sont positionnées en demi-cercle pour la protéger. Ma voix a sonné plus ferme que je ne l'aurais cru. Je me suis contenté de réclamer le sweat, sans rien ajouter. Les yeux de Sarah se sont embués de larmes toutes fraîches pendant qu'elle pressait le tissu contre son visage. Elle a dit que c'était tout ce qui lui restait de lui, qu'elle avait besoin de garder un souvenir. Ses amis approuvaient en silence, leur regard me faisant passer pour le monstre de l'histoire. Et c'est là que Trevor a surgi, s'interposant entre nous, l'ancien coéquipier de Jake, devenu le preux chevalier de Sarah. « Il faut tourner la page », m'a-t-il lancé. Chacun fait son deuil à sa façon. Par-dessus son épaule, j'ai vu le visage de Sarah changer l'espace d'une seconde. Ses larmes se sont taries. Un sourire s'est dessiné furtivement sur ses lèvres. Elle s'est penchée vers moi et a murmuré une phrase que je n'oublierai jamais. « Tu sais, Jake a toujours rêvé de ressembler à Trevor. » J'en suis resté glacé. Sans un mot de plus, j'ai tourné les talons pour regagner ma voiture, non sans voir Sarah se blottir dans les bras de Trevor et recommencer sa scène pour son public. À peine avais-je atteint le parking que le coach de basket de Jake m'a rattrapé. Coach Miller m'a entraîné à l'écart, l'air coupable. Il a évoqué l'histoire du sweat à l'entraînement, admettant qu'il aurait dû réagir autrement. Puis il a rapporté quelque chose qui m'a encore plus troublé. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait Sarah agir ainsi. Elle avait une manie, a-t-il soufflé, une manie de collectionner des trophées. Je suis rentré chez moi complètement sonné, mais au réveil, ce brouillard avait laissé place à une détermination froide. Je ne pouvais pas laisser passer ça, pas alors que la mort de Jake était en train de devenir son récit à elle. La première fois que je l'ai vue vendre des bracelets commémoratifs, c'était devant le lycée. Elle avait installé une petite table avec la photo de terminale de Jake, celle où il souriait, en pleine forme. Sur les bracelets, il y avait écrit « En mémoire de Jake, 15 € pièce ». Elle encaissait tout l'argent. J'ai observé la scène de l'autre côté de la rue, regardant les élèves faire la queue pour afficher leur soutien. Elle s'était même servie sans autorisation de la dernière photo Instagram de Jake, celle que j'avais prise de lui en train de jouer au basket, il y a à peine 2 mois. Ce soir-là, ma sœur m'a appelé. Elle m'a dit que tout le monde s'inquiétait pour moi, que j'étais étrange depuis les obsèques. Avais-je pensé à consulter, à rejoindre un groupe de soutien? C'est à cet instant que j'ai compris que Sarah tissait déjà sa légende, celle de la petite amie inconsolable face au père à la dérive. Je voyais parfaitement comment tout ça risquait de finir. Ce soir-là, j'ai fouillé la chambre de Jake de fond en comble. Derrière son bureau, coincé entre des manuels scolaires, j'ai déniché un carnet inconnu. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Page après page, des notes soigneusement datées. Pas vraiment un journal intime, mais presque un rapport méthodique. Il avait tout consigné. Chaque remarque blessante, chaque humiliation en public, chaque fois où elle l'avait rabaissé. Les notes remontaient à 8 mois. À peine 2 semaines après le début de leur histoire. 3 novembre, elle a dit que mon rire la mettait mal à l'aise devant ses amis. 18 décembre, elle m'a fait poireauter dans la voiture pendant la fête d'Emma. Elle ne voulait pas qu'on nous voie arriver ensemble. 22 janvier, elle m'a appelé son petit ami d'entraînement en pensant que je ne l'entendais pas. Le lendemain, la mère de Sarah m'a appelé. Madame Thompson, voix maîtrisée, compatissante mais ferme, a plaidé la cause de sa fille. Je traversais une épreuve, mais Sarah restait une adolescente qui avait commis des erreurs. Tout le monde dit des choses qu'il ne pense pas, et avec le stress des dossiers de fac, ça n'arrange rien, a-t-elle glissé. La menace était subtile, mais bien réelle. L'après-midi même, j'ai créé un compte anonyme sur les réseaux sociaux. Rien de spectaculaire, juste un endroit pour rétablir la vérité. J'ai commencé à faire des captures d'écran des posts de Sarah sur Jake, que je mettais en parallèle avec les messages cruels retrouvés sur le téléphone de mon fils. Le contraste était frappant. Son chagrin affiché publiquement, sa méchanceté à huis clos. 2 jours plus tard, les parents de Trevor m'ont proposé de passer prendre un café. Les Miller sont des gens corrects, visiblement mal à l'aise autour de leur table de cuisine. Ils s'inquiétèrent de l'influence de Sarah sur leur fils. Madame Miller avait remarqué des changements chez Trevor depuis qu'il la fréquentait. Rien de précis, mais quelque chose clochait. J'ai poursuivi mes recherches. Dans le sac à dos de Jake, j'ai trouvé plus que sa calculatrice et ses cours. Sarah avait gardé d'autres affaires. Une photo de l'équipe où elle avait dessiné des cœurs autour de la tête de Trevor. Ses notes de physique que Sarah utilisait désormais pour ses propres devoirs. Elle exposait tout ça sur Instagram comme des reliques, mais j'ai remarqué les étiquettes de prix sur certains objets commémoratifs qu'elle revendait. Elle profitait de la mort de mon fils de toutes les façons possibles. Un jour, la meilleure amie de Sarah, Alexandra, m'a contacté en cachette. Elle m'a avoué qu'elle avait peur de Sarah mais qu'elle n'avait rien de concret. Elle avait déjà vu Sarah détruire des gens, mais au final, tout le monde blâmait toujours la victime. Alexandra a effacé le message au bout de quelques minutes, mais j'avais déjà pris une capture d'écran. La semaine suivante, mon frère est venu me voir. On s'est assis ensemble dans la chambre de Jake, à examiner les preuves que j'avais rassemblées. Il m'a conseillé de lâcher prise, de ne pas sombrer dans l'obsession. Il a aussi évoqué le fait que la famille de Sarah envisageait une injonction après l'incident sur le parking. Je me sentais acculé, mais je ne pouvais pas m'arrêter, pas tant que je découvrais de nouveaux éléments. Dans le téléphone de Jake, enfoui dans les messages archivés, j'ai retrouvé des textos entre lui et Sarah datant de leur relation. Elle l'avait appelé « petite amie d'entraînement », en face, pas uniquement dans son dos. Ces messages remontaient à ce qui aurait dû être le début heureux de leur histoire. Elle avait été cruelle dès le départ. J'ai alors remarqué Sarah avec un autre garçon lors des événements du lycée, un autre garçon plus rond, de la classe de Jake, David Chen. Elle publiait régulièrement des photos d'eux à la salle de sport, accompagnées de citations inspirantes expliquant à quel point elle l'aidait à changer de vie. Tout le monde voyait le même scénario se répéter encore et encore. Impossible de me concentrer sur mon travail. Pendant une réunion sur la transformation de marque, je fixais la présentation sans rien entendre.
obsédé par la transformation de Jake. Mon patron a fini par me proposer de prendre quelques jours de congé. J'ai accepté sans préciser que j'avais l'intention de profiter de ce temps pour tout consigner. Ma première étape a été de consulter l'orientation du lycée. Mademoiselle Price m'a écouté exposer mes angoisses, mais sa réponse était attendue. Sarah traverse son deuil à sa façon, les adolescents vivent la perte différemment, et avais-je envisagé que je projetais peut-être sur elle ma propre culpabilité? En sortant, j'ai réalisé que sa fille Emma était l'une des meilleures amies de Sarah. Le samedi suivant, j'ai suivi Sarah au centre commercial. Je n'en suis pas fier, mais il fallait que je voie par moi-même. Elle a essayé des vêtements de marque pendant 2 heures, tout en gardant le sweat de Jake noué autour de la taille. Elle riait avec ses copines, prenait des selfies, agissait comme n'importe quel autre ado en virée shopping, à la différence près qu'elle arborait le sweat de mon fils disparu comme un simple accessoire. Le point de bascule est arrivé quand Liam, le meilleur ami de Jake, a craqué. Il portait la culpabilité de sa mort depuis le début et a tout déballé autour d'un café, m'envoyant des captures d'écran d'une conversation de groupe baptisée Drama King, où Sarah avait partagé les messages les plus personnels de Jake. Ces messages datèrent de la veille de son départ pour le lac. Elle se moquait ouvertement de sa détresse devant tous leurs amis, alors qu'il était au plus bas. À un dîner familial, la grand-mère de Jake a remarqué mon obsession. Plutôt que de me décourager, elle s'est penchée vers moi et a chuchoté qu'elle avait vu Sarah rire aux funérailles. Pas un rire nerveux, un vrai éclat de rire, quand elle pensait être hors de vue. Cette fille a le regard vide, a-t-elle murmuré en me serrant la main. Plus je creusais, plus le schéma sautait aux yeux. Sarah sortait avec des garçons en manque de confiance, les valorisait juste assez pour qu'ils lui ouvrent leur cœur, puis les détruisait méthodiquement, conservant toujours un souvenir de son passage. C'était clairement un jeu pour elle. Puis Nicolas m'a contacté. L'ex de Sarah, rencontré en seconde, était tombé sur mon hommage à Jake. Il m'a prévenu que Sarah détruit les gens pour s'amuser, et que Jake n'était pas sa première victime. Lui-même avait passé des années en thérapie après cette relation, terrifié à l'idée de prévenir les autres, jusqu'à ce que la mort de Jake fasse tout remonter. J'ai tout archivé. Chaque post où Sarah exploitait la disparition de Jake, la collecte GoFundMe qui avait rapporté $8 000, les objets commémoratifs vendus sur sa boutique Etsy, les collaborations avec des marques de sport surfant sur son histoire tragique. Elle gagnait plus avec la mort de Jake que lui n'avait jamais pu espérer avec ses petits boulots. La mère de Sarah m'a rappelé, cette fois avec des menaces de poursuite pour harcèlement. Mais le soir même, la mère de Trevor m'a discrètement écrit « Continue à creuser ». C'est tout ce qu'elle a dit. La dernière révélation de cette étape est encore venue de Liam. Il a avoué que Sarah lui avait demandé de transmettre à Jake des messages cruels, des choses qu'elle voulait lui dire sans les assumer directement. Il pensait naïvement à des histoires de couple, des drames d'ados. Il n'avait pas compris qu'il servait d'arme contre son meilleur ami, pas avant qu'il ne soit trop tard. Le lundi suivant, Sarah a lancé un groupe de soutien au deuil au lycée. Je l'ai observé depuis ma voiture, posté à l'entrée avec le sweat à capuche de Jake comme une armure, accueillant les élèves, des larmes soigneusement dosées sur les joues. Elle se présentait en victime de la masculinité toxique, expliquant que l'obsession de Jake pour son apparence les avait tous les deux détruits. Les autres adolescents buvaient de ses paroles, sans réaliser qu'ils se retrouvaient enrôlés dans son histoire. Grâce au journal de Jake, j'ai tout de suite reconnu ses manœuvres. D'abord l'isolement, elle séparait sa cible de toute influence extérieure susceptible de la protéger, puis la manipulation, elle semait le doute dans leur esprit, et enfin, elle gardait un souvenir, un trophée de chaque victoire. Jake avait tout écrit avec la précision de quelqu'un qui voulait prouver qu'il n'était pas fou. Un soir, le concierge du lycée m'a trouvé assise sur les gradins après le départ de tout le monde. Monsieur Rodriguez, là depuis 20 ans, avait tout vu. Il s'est assis à côté de moi et m'a confié qu'il avait assisté la veille à une scène étrange. Sarah et Trevor, seuls dans le gymnase, en train de tout organiser, riant à l'idée de briser Jake publiquement. Sur le moment, il n'y avait pas prêté attention, pensant qu'il ne s'agissait que de bêtises d'ado, mais aujourd'hui, il n'arrivait plus à chasser cette image. Le lendemain, j'ai tenté de prévenir les parents de David Chen. Ils m'ont remercié poliment, mais pour eux, David avait bien besoin du coup de pouce apporté par une jolie copine. Il avait déjà perdu 13 kilos en 3 semaines, ce qu'il prenait pour une motivation positive. En repartant, j'ai compris que j'avais échoué à protéger un autre garçon des jeux de Sarah. Ma collecte de preuves devenait de plus en plus méthodique. J'ai reconstitué des chronologies montrant comment Sarah utilisait la mort de Jake pour ses dossiers d'inscription à la fac. Elle avait même rédigé des lettres sur la perte de son premier amour à cause de la culture toxique du régime, se présentant comme une militante de la diversité corporelle. Cette ironie me donnait la nausée. Elle postait des extraits sur les réseaux, cherchant à susciter la compassion et à décrocher des bourses. Une fille nommée Melissa m'a contacté via un compte anonyme. Elle avait été au collège avec Sarah et se souvenait d'un épisode similaire. Un garçon nommé Kevin avait tenté de mettre fin à ses jours après que Sarah ait méthodiquement sapé sa confiance en lui, prétendant simplement être honnête sur son apparence. L'école avait étouffé l'histoire et la famille de Kevin avait déménagé. Sarah, elle, avait gardé sa veste de sport comme trophée. Aux événements scolaires, je restais impassible, documentant le comportement de Sarah tout en donnant le change, comme si j'avais tourné la page. Petit à petit, d'autres parents ont commencé à remarquer des comportements étranges, après que je leur ai glissé discrètement quelques indices. La manière dont Sarah consolait bruyamment David Chen à propos de son poids, devant tout le monde, pendant que ses amis étouffaient leur rire derrière leurs mains, avait quelque chose d'insupportable. Elle ne se gênait pas non plus pour publier des photos peu flatteuses de lui, accompagnées de légendes du style « Je l'aime malgré ses défauts ». Puis, elle a annoncé l'organisation d'une collecte de fonds en mémoire de Jake,
à l'occasion de ce qui aurait été son anniversaire, affirmant que les bénéfices seraient reversés à une association contre les troubles alimentaires. Je savais pertinemment que la réalité était tout autre. Elle avait besoin d'argent pour financer ses vacances de printemps et cette collecte lui permettait d'afficher son statut de victime tout en remplissant sa cagnotte. Il fallait que j'agisse avant qu'elle ne tire davantage profit de la mort de mon fils. C'est la sœur de David Chen qui m'a contacté, complètement désemparée. Elle avait surpris son frère à courir la nuit dans le quartier, s'épuisant malgré des douleurs à la poitrine. Il s'était mis à se peser plusieurs fois par jour et à cacher de la nourriture dans sa chambre pour la jeter ensuite, exactement comme Jake. Elle m'a supplié d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Le vernis de Sarah a craqué lors d'un dîner au restaurant du coin. Un serveur a mentionné Jake en prenant leur commande et Sarah a explosé, se plaignant à haute voix que personne ne la laissait tourner la page, déclenchant une scène qui a mis Trevor très mal à l'aise. Un instant, les clients ont vu la vraie Sarah. Non pas l'amoureuse endeuillée, mais une ado excédée qu'un souvenir embarrassant vienne gâcher son repas. La semaine suivante, elle est venue me voir pour me proposer de co-organiser la collecte. Selon elle, cela montrerait à tout le monde que nous avions surmonté l'épreuve ensemble. Mon refus l'a rendue glaciale. Elle m'a averti. Si je n'acceptais pas, elle transformerait la collecte en réquisitoire contre les parents toxiques. La menace était explicite. Obéis ou deviens la méchante de son histoire. Son petit cercle a commencé à se fissurer quand Alexandra l'a surprise en train de s'entraîner devant le miroir des toilettes à prendre des airs de circonstance. Sarah répétait différentes expressions de tristesse, testant celle qui ferait le plus authentique. Alexandra a eu le réflexe de filmer avant que Sarah ne la remarque, et la trahison se lisait dans son regard lorsqu'elle a compris que le chagrin de sa meilleure amie n'était qu'une comédie de plus. J'ai découvert d'autres mensonges grâce à Tyler, un ami de Trevor qui m'a montré de vieux messages où Sarah prévoyait de prendre le sweat de Jake bien avant leur rupture. Elle avait confié à Trevor que ce serait hilarant de voir Jake supplier pour le récupérer. L'humiliation était calculée, savamment orchestrée pour faire le plus mal possible. Tyler culpabilisait de s'être tu, mais il avait peur de devenir la prochaine cible de Sarah. Son emprise se limitait désormais à la hiérarchie du lycée et à quelques parents qui cautionnaient encore son comportement. Elle ne pouvait pas manipuler les preuves, ni faire taire tous ceux qui avaient été témoins de sa cruauté. Son pouvoir tenait surtout à la réticence générale à s'opposer à une fille présentée comme endeuillée, mais cette protection se craquelait à mesure que de nouvelles victimes se manifestaient. Monsieur Miller, l'entraîneur, avait conservé des images de vidéosurveillance du gymnase qu'il avait presque oubliées. Quand je l'ai convaincu de les visionner, on y voyait clairement Sarah donnant des instructions précises à Trevor pour humilier Jake, orchestrant la scène jusque dans les moindres détails et plaçant des membres de l'équipe pour bloquer tout échappatoire. L'entraîneur, bouleversé, a compris qu'il aurait pu tout empêcher s'il avait été plus attentif. La grand-mère de Jake a proposé toutes ses économies pour dévoiler la cruauté de Sarah, refusant de céder malgré la pression familiale pour tourner la page. Elle ne supportait pas l'idée que d'autres petits-enfants subissent le même sort. Selon elle, elle avait perdu Jake à cause de Sarah, et la mère de Jake, emportée par les mêmes démons du perfectionnisme. Elle n'accepterait pas que Sarah fasse d'autres victimes. J'ai donc pris contact avec d'autres familles ayant souffert des manipulations de Sarah. Petit à petit, nous avons formé un réseau informel de soutien, partageant les informations et veillant à ce qu'aucune nouvelle victime ne passe inaperçue. Sarah ne pouvait pas infiltrer notre groupe, car nous avions tous compris son jeu. Nous nous concentrions sur la documentation, la protection, jamais sur la vengeance. Ma démarche restait rigoureuse et légale. Je refusais toute intimidation, préférant réunir des preuves pour protéger les victimes potentielles. Chaque échange était enregistré dans les règles. Chaque publication sur les réseaux sociaux était archivée. Chaque témoignage consigné. Mon but était de révéler le vrai visage de Sarah grâce à la vérité, pas par la menace. C'est par hasard que la confrontation a eu lieu au supermarché. Sarah faisait ses courses avec sa mère et nous nous sommes retrouvés dans le même rayon. En me glissant poliment devant elle, Sarah a lâché une remarque cinglante, disant qu'il avait fallu que Jake disparaisse pour qu'elle puisse sortir avec Trevor. Sa mère a poussé un cri, Sarah a essayé de se rattraper, mais j'avais déjà lancé l'enregistrement sur mon téléphone. L'aveu était sans équivoque. Petit à petit, plusieurs témoins ont confirmé le mode opératoire de Sarah, qui s'en prenait systématiquement à des garçons fragiles et en manque de confiance. Les enseignants se sont souvenus d'incidents qu'ils avaient pris pour des histoires banales d'adolescents. Les parents, quant à eux, se rappelaient des phrases étranges prononcées par leur fils à propos de Sarah. Le schéma s'est imposé. Elle repérait des cibles vulnérables, gagnait leur confiance, puis les détruisait méthodiquement, collectionnant au passage des trophées. Les parents de Sarah se sont peu à peu mis en retrait, alors que les inquiétudes des voisins grandissaient. Madame Thompson a cessé de défendre sa fille en public après que plusieurs familles lui ont apporté des preuves. Monsieur Thompson a été vu en train de s'énerver contre Sarah dans l'allée, après que les parents de David Chen les ont enfin confrontés. Les gens du quartier ont fini par faire le lien entre les manipulations de Sarah dans diverses activités. Elle avait laissé derrière elle des garçons anéantis au comité du journal, au club de théâtre, au conseil des élèves. Chaque activité lui offrait un terrain de jeu pour ses jeux malsains. Le schéma sautait aux yeux dès qu'on comparait les expériences. Un réseau de parents s'est alors mis en place pour surveiller de près l'influence de Sarah sur les élèves les plus vulnérables. Nous avions mis en place un signal discret pour nous avertir dès que Sarah jetait son dévolu sur quelqu'un de nouveau. Il ne s'agissait pas de la sanctionner, mais d'éviter qu'elle ne fasse d'autres victimes avec ses jeux psychologiques. Trevor, de son côté, était de plus en plus perturbé par la froideur de Sarah.
Il était sorti avec elle, séduit par le prestige social, sans imaginer l'étendue de sa cruauté. Le jour où il l'a surprise en train de plaisanter, fier de garder le sweat de Jake comme un trophée, quelque chose s'est brisé en lui. Il l'a enregistré à son insu, rongé par le dilemme. Que faire de cette preuve? Les parents d'élèves, qui au début soutenaient Sarah, ont fini par me présenter leurs excuses. Ils avaient gobé son discours de victime, mais peu à peu, de menus détails les ont mis sur la voie. La manière dont elle souriait en parlant de la mort de Jake, sa façon de manipuler les conversations pour attirer la compassion. Sa mise en scène du deuil, si calculée, est devenue évidente dès que l'on a su ouvrir les yeux. Sarah voyait ses options se restreindre à mesure que l'affaire du fonds commémoratif prenait de l'ampleur. Les universités se sont mises à interroger la légitimité de sa collecte. Tout le récit méticuleusement construit s'effondrait au fil des vérifications. Les bourses auxquelles elle aspirait lui échappèrent les unes après les autres. Puis, la vérité sur son premier trophée au lycée a éclaté. La famille, restée longtemps silencieuse par honte, a trouvé le courage de s'exprimer après la mort de Jake. Leur fils avait frôlé le pire suite à des mois d'enfer psychologique orchestrés par Sarah. Elle avait gardé ses baskets en souvenir, les exposant dans sa chambre comme un accessoire vintage. Les parents détenaient d'eux-mêmes des photos d'elle les portant, fiers, sur les réseaux sociaux. J'ai veillé à ce que David Chen reçoive de l'aide sans être exposé à la honte. Ses parents, alertés par sa sœur qui leur a montré les éléments que j'avais rassemblés, sont intervenus. Ils l'ont retiré du lycée et l'ont accompagné en thérapie. Plus tard, David m'a confié que Sarah le harcelait de messages, alternant déclarations d'amour et attaques blessantes sur son apparence. Les enseignants et coachs de Jake se sont rassemblés pour avouer leurs regrets et partager leurs observations. Ils ont conçu une intervention à destination du conseil d'administration pour sensibiliser sur les signes de violence psychologique chez les élèves. Madame Thompson, prof d'anglais, a ainsi admis qu'elle avait noté l'évolution sombre de ses copies sans jamais lier cela à Sarah. Le coach Miller a promis d'être plus attentif à la dynamique du groupe. Quant à Sarah, elle a tenté de réécrire l'histoire, mais trop de témoignages étaient concordants. Elle a cherché à se poser en victime de harcèlement, prétextant sa manière de faire son deuil, mais l'évidence était là. Sur les réseaux, ses publications contredisaient ses propos publics. La chronologie de sa relation avec Trevor montrait qu'elle avait prémédité l'humiliation de Jake depuis des semaines. Madame Miller a elle-même entendu Sarah se moquer de Jake lors d'une soirée pyjama à la maison. En passant devant la porte, elle l'a surprise, hilar, vantant son passage de Jake à Trevor. Les autres filles, mal à l'aise, riaient jaunes, manifestement de peur d'être les prochaines sur la liste. Madame Miller est restée un moment pétrifiée dans le couloir, prenant la mesure de la dangerosité de Sarah. Peu à peu, ma réputation s'est restaurée. La communauté a reconnu ma retenue et mon engagement à protéger, pas à me venger. J'assistais sérieusement aux réunions du conseil, partageant mes dossiers avec l'administration et agissant dans le respect des règles pour faire avancer la cause. L'image du père furieux et instable que Sarah essayait de coller ne correspondait plus aux défenseurs posés et méthodiques que l'on découvrait. Alexandra a finalement eu la force de livrer des preuves supplémentaires, notamment des captures d'écran des brouillons de lettres de motivation de Sarah, rédigées 2 semaines avant la mort de Jake. Elle y parlait déjà de la perte d'un proche à cause d'un trouble alimentaire, bien avant que Jake ne disparaisse au lac. Cette préméditation glaçait le sang. Elle élaborait son rôle de victime tout en précipitant Jake vers la chute. L'anniversaire de Jake approchait et je savais qu'il fallait agir avant que Sarah ne s'approprie la cérémonie commémorative qu'elle prévoyait de transformer en veillée aux chandelles, avec de grands discours sur l'acceptation de soi et la masculinité toxique. L'hypocrisie frôlait l'indécence. Elle comptait exploiter les mêmes failles qu'elle avait utilisées contre Jake pour se mettre en avant. Peu à peu, la communauté ouvrait les yeux sur le schéma Sarah. Elle ciblait les garçons vulnérables pour nourrir son besoin d'attention, se délectant de leur chute et accumulant anecdotes et trophées pour susciter l'empathie. Les parents ont commencé à s'interroger sur la manière de protéger leurs enfants de prédateurs qui, au lieu d'employer la violence physique, s'acharnent à manipuler les émotions. J'ai compris que la victoire ne serait pas de détruire Sarah, mais de l'empêcher de nuire à d'autres. L'heure n'était plus à la vengeance, mais à la prévention. Chaque famille informée, chaque victime épargnée constituerait le vrai legs de Jake. Peut-être Sarah ne serait-elle jamais jugée, mais elle pouvait être démasquée, coupée de ses proies. Lorsqu'elle a tenté de me provoquer à une réunion scolaire, j'ai gardé un calme imperturbable. Elle a lancé des piques venimeuses sur la faiblesse de Jake, dans l'espoir de me faire sortir de mes gonds et de nourrir son récit. Je me suis contenté de consigner ses propos, impassibles. Le public a vu clair dans son jeu et perçu la cruauté derrière son masque. Le conseil d'administration, sans pouvoir agir officiellement faute d'infraction, a commencé à réfléchir à des mesures pour endiguer ce genre d'abus. Ils ont mis en place des formations à destination des enseignants pour mieux repérer les comportements manipulateurs chez les élèves. Au final, la vérité a éclaté grâce à plusieurs familles qui ont osé dévoiler qu'elles avaient traversé les mêmes épreuves. Les témoignages étaient saisissants de similitudes. Des garçons fragiles, méthodiquement ciblés, puis détruits avant d'être laissés pour compte dès que Sarah avait tiré suffisamment de plaisir de leur détresse. Les parents, trop honteux pour en parler jusque-là, se sont soudés, trouvant enfin la force de s'exprimer.
La levée de fonds en mémoire de Sarah a failli capoter lorsque les organisateurs ont découvert qu'elle collectionnait des trophées des garçons qu'elle avait brisés. Quelqu'un a fait circuler une photo d'elle, arborant fièrement le sweat à capuche de Jake et divers objets subtilisés à ses victimes. L'image s'est répandue sur les réseaux sociaux, exposant Sarah entourée des affaires de ses proies, à la manière d'une chasseuse exhibant ses prises. Le lieu de l'événement a illico retiré son soutien. Au pied du mur, Sarah est venue me voir avec une sorte de marché. Elle me rendrait le sweat de Jake si je cessais de dévoiler la vérité sur ses agissements. Elle a tenté de jouer les filles repentantes, mais ses yeux n'ont jamais trahi la moindre émotion, seulement un froid calcul. J'ai tout enregistré, y compris son aveu glaçant. Elle n'avait jamais ressenti la moindre peine pour la mort de Jake, juste de l'agacement d'avoir à simuler le deuil. Les preuves s'accumulaient chaque jour. D'anciennes victimes ont trouvé le courage de parler. Les parents ont levé le voile sur des histoires trop longtemps tues par la honte, et les enseignants ont enfin relié entre eux des incidents jusque-là isolés. L'ampleur des agissements de Sarah s'est révélée au grand jour. Des années à choisir des garçons vulnérables, à gagner leur confiance, puis à les broyer psychologiquement, juste pour s'amuser. Chaque nouvelle révélation renforçait la détermination collective à empêcher quiconque d'être à nouveau sa cible. Tout son pouvoir tenait au silence, à l'incrédulité qu'inspirait l'idée qu'une adolescente puisse agir avec une telle cruauté. Mais une fois la lumière faite, son emprise s'est évanouie. Elle ne pouvait plus agir impunément dans un milieu désormais averti sur sa vraie nature. L'urgence de boucler le dossier grandissait à mesure que la date limite de la bourse universitaire approchait. Sarah s'était parfaitement façonné une image de petite amie endeuillée, victime de la masculinité toxique et de la pression des apparences. Son essai sur la mort de Jake avait raflé des prix régionaux. Je savais que la cérémonie commémorative serait son ultime représentation, pensée pour parfaire son statut de victime auprès des commissions d'admission. Ce jeudi matin-là, l'administration du lycée m'a contacté à l'improviste. Ils souhaitaient me voir à propos de la collecte de fonds. Autour de la table se tenait le proviseur Henderson, 2 membres du conseil d'établissement et le conseiller juridique du district. Plusieurs plaintes leur étaient parvenues au sujet des activités de Sarah. Certains parents s'interrogeaient sur le devenir des fonds récoltés. Faute de preuves concrètes, ils ne pouvaient pas annuler l'événement mais restaient très vigilants. Pendant ce temps, Sarah redoublait d'efforts pour préparer la cérémonie anniversaire de Jake. Elle a embarqué le club de théâtre, convaincu la chorale de chanter et même organisé la venue de la presse locale. Ses publications sur les réseaux sociaux se multipliaient, toutes calculées pour attirer la compassion. Elle partageait de vieilles photos d'elle et de Jake, en prenant soin d'éliminer celles où son attitude trahissait son vrai ressenti. L'état de David Chen s'est vite dégradé. Sa sœur m'a envoyé des clichés de lui à 3 heures du matin, errant dans les escaliers du stade du lycée. Il avait fondu de 20 kilos en 6 semaines. Quand ses parents ont fini par confronter Sarah, elle a joué la petite amie dévouée, exprimant une inquiétude mielleuse tout en insinuant que David manquait simplement de volonté. Je l'ai observé depuis ma voiture, la voyant enlacer la mère de David avant de quelques secondes plus tard envoyer un message acerbe à David pour lui reprocher son manque d'engagement. La révélation est tombée d'un endroit inattendu. Le petit frère de Trevor filmait les entraînements de basket pour en faire des montages, et en regardant d'anciennes vidéos, il est tombé sur un enregistrement audio où l'on entendait très clairement Sarah dicter à Trevor comment humilier Jake. Elle avait tout orchestré, rédigé des phrases toutes faites, planifié le moment et même suggéré de filmer la scène pour les réseaux. Terrifié par ce qu'il avait découvert sur son frère, le garçon a montré la vidéo à ses parents. Madame Miller m'a appelé aussitôt. Elle venait de confronter Trevor, qui s'est effondré en larmes. Il a avoué que Sarah le tenait par le chantage, menaçant de ruiner sa réputation s'il n'obéissait pas. Elle détenait des captures d'écran de messages où il admettait avoir triché à des contrôles, ainsi que des photos compromettantes de fêtes. Toujours la même technique, obtenir la confiance, rassembler des moyens de pression, puis s'en servir au moment opportun. J'ai alors rencontré les autres familles de notre réseau informel. Nous avions en main les témoignages de 7 garçons différents que Sarah avait pris pour cibles en 3 ans, et toutes les histoires se ressemblaient. Elle repérait des garçons peu sûrs d'eux, souvent en surpoids ou maladroits, les valorisait pour mieux les détruire ensuite, les humiliant publiquement et gardant un trophée. La cérémonie commémorative approchait à grands pas quand Alexandra a craqué. Elle ne supportait plus de voir Sarah mettre au point une nouvelle mascarade. Elle m'a tout transmis, des années de messages où Sarah se glorifiait de ses exploits, des plans machiavéliques de manipulation et même un classement de ses victimes. Pour Sarah, Jake avait été son chef-d'œuvre, celui qu'elle avait brisé le plus complètement, écrivait-elle. Sûrement a-t-elle senti que le piège se refermait, car elle a débarqué chez moi sans prévenir, David Chen l'attendant dehors. Elle voulait négocier, elle me rendrait le sweat de Jake et annulerait la cérémonie si j'acceptais de ne plus, selon ses mots, répandre des mensonges sur elle. Mon refus a fait tomber le masque. Elle s'est mise à rire en expliquant à quel point il avait été facile de démolir Jake, à quel point il était pitoyable de quêter la moindre attention. J'ai tout enregistré. Le lendemain matin, David Chen s'est effondré en pleine course à l'aube. Son cœur ne suivait plus et les médecins ont découvert qu'il accumulait des cocktails dangereux de coupe-faim et de compléments. Depuis son lit d'hôpital, il a enfin tout avoué à ses parents. Sarah n'arrêtait pas de m'envoyer des messages, elle m'envoyait sans cesse des photos de mannequins fitness, me demandant pourquoi je ne leur ressemblais toujours pas. Ces messages étaient incessants, soigneusement conçus pour briser, et tout le chemin que Trevor pensait avoir parcouru s'écroulait d'un coup. Il n'en pouvait plus de cette culpabilité oppressante. Il a fini par se tourner vers ses parents et leur a tout raconté. Les menaces de Sarah, sa façon de manipuler, les autres garçons qu'elle avait pris pour cible. Il leur a même fait écouter des enregistrements qu'il avait réalisés en cachette, dans lesquels Sarah parlait de sa fameuse collection de trophées, un pour chaque victime.
Elle rangeait tout dans une boîte sous son lit, chaque objet soigneusement étiqueté avec une date et un prénom, à la manière d'un tueur en série, racontait-elle. Avec les Miller, nous avons décidé d'aller ensemble voir la direction du lycée. Nous avons exposé nos preuves de façon rigoureuse. Enregistrement, capture d'écran, témoignage. Le visage du proviseur se décomposait à mesure que les révélations s'enchaînaient. Le schéma était flagrant. La préméditation ne faisait plus de doute. Impossible à ce stade de fermer les yeux, surtout avec David Chen à l'hôpital et Jake déjà enterré. Les parents de Sarah sont arrivés en moins d'une heure après avoir été avertis. Je les ai observés depuis la fenêtre du bureau, saisis en découvrant la vérité. Le masque de Madame Thompson est tombé en lisant les messages de Sarah sur Jake. Quant à Monsieur Thompson, il n'a pas supporté d'entendre l'enregistrement où Sarah se moquait cruellement de la mort de Jake et a quitté précipitamment la pièce. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient, sans le savoir, laissé un monstre agir sous leur toit. L'après-midi même, la collecte de fonds commémorative fut annulée. L'école a invoqué des raisons logistiques, mais en réalité, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre parmi les familles. Sarah a tenté de sauver la face sur les réseaux sociaux, prétendant être harcelée parce qu'elle traversait le deuil autrement. Mais Alexandra avait déjà commencé à publier des captures d'écran et d'autres victimes ont pris la parole à leur tour. La vérité s'est propagée bien plus vite que les mensonges que Sarah tentait encore de diffuser. Dans un ultime geste désespéré, Sarah a publié une vidéo où elle affirmait être harcelée au point d'envisager le pire. Mais cette fois, la stratégie s'est retournée contre elle. Les parents endeuillés n'étaient plus dupes. La communauté lassée a réagi avec sang-froid mais fermeté. Des spécialistes ont été prévenus pour que Sarah soit prise en charge, mais plus personne n'était dupe de sa posture de victime. Le conseil d'administration du lycée s'est réuni en urgence et a voté de nouvelles mesures contre le harcèlement moral. Signalement obligatoire pour les professeurs témoins, dispositif de soutien renforcé pour les élèves vulnérables. Ce n'était pas la loi Jake, mais chacun savait pourquoi ces changements voyaient le jour. Cette fois, il ne s'agissait pas d'activisme de façade comme Sarah l'orchestrait, c'était du concret. Est alors arrivée la période des admissions à l'université et tous les dossiers soigneusement construits par Sarah se sont effondrés. Les établissements ont commencé à poser des questions sur la collecte annulée, les incohérences de son récit et les bourses ont disparu les unes après les autres. L'avenir qu'elle avait bâti sur la destruction de Jake s'est écroulé du jour au lendemain. Trevor s'est présenté devant le conseil pour raconter les méthodes de Sarah. Comment elle repérait les élèves fragiles, les isolait de leurs amis, puis les détruisait petit à petit. Il a reconnu sa part de responsabilité, mais a également révélé jusqu'où Sarah avait été prête à aller, même envers lui. Grâce à son témoignage, d'autres victimes ont compris qu'elle n'était ni seule, ni folle, ni faible, et elles ont osé parler. La fameuse boîte à trophées de Sarah a été retrouvée lors d'une fouille dans sa chambre. Des dizaines d'objets volés à ses victimes, sweats à capuche, montres, maillots d'équipe, bagues de classe, tous étiquetés avec une date et un surnom méprisant. Tout en haut, le sweat de Jake, marqué « Garçon d'entraînement », le meilleur de tous. Les parents de Sarah ont restitué chaque objet aux familles concernées, la honte se lisant dans leur regard à chaque remise. La communauté n'a pas cédé à l'hystérie, mais a été implacable. Sarah a été exclue de tous les événements, réunions et activités scolaires, non par vengeance, mais simplement parce que tous savaient désormais ce qu'elle avait fait. Son pouvoir, elle le tirait de l'ombre. Exposée à la lumière, elle n'était plus qu'une adolescente cruelle, qui avait fini par lasser tout le monde. David Chen a remonté la pente doucement. Ses parents lui ont enfin trouvé un vrai suivi psychologique, pas la comédie que Sarah lui imposait. Il a témoigné lors d'une réunion du conseil, racontant les manipulations, les messages incessants, comment Sarah avait réussi à lui faire croire qu'il valait mieux mourir que de la décevoir. Son courage a encouragé d'autres garçons à sortir du silence. J'ai repris le travail à mon rythme, ma colère se transformant peu à peu en énergie pour la prévention. Le réseau de familles qu'on avait bâti est devenu un exemple pour d'autres établissements. On a mis en place des ressources pour identifier les comportements prédateurs, soutenir les victimes, prévenir que d'autres drames n'arrivent. Ce n'est pas l'héritage dont j'aurais rêvé pour Jake, mais c'est peut-être celui qui sauvera d'autres garçons. Les dernières tentatives de Sarah pour intégrer une université ont été vaines. Sa réputation la précédait partout, et sur les réseaux, des messages d'alerte circulaient déjà auprès des étudiants. Impossible de fuir son passé. Finalement, ses parents l'ont inscrite dans un centre spécialisé loin d'ici, prenant enfin la mesure de la gravité de son cas. Le sweat de Jake m'est revenu par l'intermédiaire des Thompson. Il l'avait nettoyé, soigneusement plié, accompagné d'une lettre d'excuse. Je l'ai gardé longtemps dans les mains, repensant au sourire de Jake quand il l'avait acheté, avant que Sarah n'en fasse un symbole de son humiliation. La tache de ketchup avait disparu, mais pas les souvenirs. Le jour où Jake aurait eu 18 ans, on a organisé une commémoration différente. Les anciennes victimes de Sarah se sont retrouvées pour partager ce qu'elles avaient vécu et se soutenir. David Chen a raconté sa reconstruction. Trevor s'est excusé pour son implication. D'autres garçons ont enfin trouvé la force de poser les mots sur ce qu'ils avaient enduré. Ce n'est pas la mise en scène que Sarah aurait voulu, mais c'était sincère. La bourse que j'ai créée au nom de Jake était là pour soutenir les élèves victimes de harcèlement psychologique. Le premier à en bénéficier était un lycéen d'un établissement voisin qui avait tenté de mettre fin à ses jours après avoir traversé le même enfer. Il s'en était sorti, contrairement à Jake, mais portait lui aussi les stigmates de cette violence. Le fonds devait lui offrir la possibilité d'un véritable suivi thérapeutique et une chance de se reconstruire. Le dernier message de Sarah m'est parvenu par le biais de son programme de soins. Une lettre d'excuse soigneusement rédigée, où l'on devinait la main des professionnels. Elle prétendait comprendre la souffrance qu'elle avait causée, exprimer des remords, mais même dans ses excuses, elle n'a pas pu s'empêcher de souligner à quel point la mort de Jake avait
avait compromis ses projets d'études. Certaines personnes, au fond, ne changent jamais vraiment. Les autres familles de notre réseau ont continué à se réunir chaque mois. Nous restions vigilants face à l'apparition de nouveaux prédateurs, soutenions les élèves en difficulté, partagions nos ressources. Ce qui avait d'abord été une quête éperdue de justice s'était transformé en une vraie communauté de protection. La mort de Jake avait mis un prédateur en lumière, mais surtout, elle avait permis la naissance d'un bouclier pour les victimes de demain. Debout devant la tombe de Jake, tenant dans mes bras son sweat retrouvé, j'ai enfin pu commencer à faire mon deuil, pas seulement pour mon fils, mais pour tous les garçons que Sarah avait brisés, pour les innocents qu'elle avait dépouillés, pour la confiance qu'elle avait utilisée comme une arme. Le sweat serait enterré avec Jake, non comme un triste trophée, mais comme un symbole de sa véritable valeur, enfin reconnu et honoré. Les répercussions de ce drame se sont fait sentir pendant des mois. Les enseignants sont devenus plus attentifs, les parents plus présents, et les élèves ont appris à repérer les tactiques de manipulation. La communauté avait tiré de la mort de Jake une leçon aussi terrible qu'essentielle. Plus jamais un autre enfant ne vivrait ce que Jake avait subi, pas si nous pouvions l'empêcher. L'internement de Sarah n'a apporté aucune satisfaction, seulement un sentiment de soulagement. Elle recevait de l'aide, qu'elle le veuille ou non. Sa collection de trophées a été restituée aux familles des victimes. Le masque qu'elle portait s'est effondré. Elle n'était plus une menace pour les garçons vulnérables en quête de reconnaissance. C'était désormais tout ce qui comptait. J'ai gardé le journal de Jake et les preuves réunies, non par rancœur, mais comme un rappel. Un rappel que les prédateurs n'ont pas toujours l'apparence de monstres. Parfois, ce sont des adolescentes charmantes qui savent exactement comment repérer et exploiter la fragilité. Parfois, les pires harceleurs sont ceux qui parviennent à convaincre tout le monde qu'ils sont les victimes. Le groupe de soutien aux victimes de Sarah a fini par dépasser notre petite communauté. D'autres établissements nous ont contactés, partageant des histoires similaires. Nous avons mis en place des ressources en ligne, listé les signaux d'alerte, proposé des stratégies d'intervention. L'histoire de Jake est devenue à la fois un avertissement et un moteur de changement. Sa disparition a pris un sens, même si le prix à payer reste inacceptable. Un an plus tard, David Chen a couru un 5 km pour récolter des fonds et sensibiliser aux troubles alimentaires. Il avait retrouvé un poids sain, gagné une vraie confiance en lui et compris qu'il avait de la valeur, indépendamment du regard des autres. Il portait un t-shirt à l'effigie de Jake, rendant hommage à ce garçon disparu, avant que quiconque ne perçoive le danger. Trevor courait à ses côtés, cherchant à se racheter par ses actes plutôt que par des mots. Les changements dans notre communauté étaient discrets, mais profonds. Les parents ont commencé à parler plus ouvertement avec leurs enfants des manipulations émotionnelles. Les enseignants se sont formés à repérer les abus psychologiques. Les élèves ont compris que la cruauté, même habillée de franchise, n'en restait pas moins de la cruauté. La culture qui avait permis à Sarah d'agir en toute impunité évoluait peu à peu vers un environnement où les plus fragiles étaient enfin protégés. Je retournais moins souvent dans la chambre de Jake, mais je la laissais intacte telle qu'il l'avait quittée, comme un sanctuaire à sa vie, avant que Sarah n'y distille son poison. Son ballon de basket traînait toujours dans un coin. Ses manuels scolaires restaient sur son bureau, témoins silencieux du bonheur d'un garçon, avant que quelqu'un ne lui fasse croire qu'il ne valait rien. Le dernier témoignage est venu de Kevin, la première victime connue de Sarah au collège. Sa famille avait déménagé, mais il avait appris l'histoire de Jake grâce aux réseaux sociaux. Il a pris l'avion pour venir raconter son histoire, pour ajouter sa voix à celle des survivants. Il avait tenté de mettre fin à ses jours à 13 ans, après des mois de harcèlement de la part de Sarah. Il avait survécu, mais portait encore les cicatrices. Sa présence rappelait à tous que Jake n'avait pas été la première victime de Sarah, seulement celle qu'elle avait détruite le plus complètement. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, Sarah est toujours en traitement, ses parents lui rendent visite chaque mois et suivent eux-mêmes une thérapie. Ils ont reconnu leur part de responsabilité, d'avoir laissé passer les signaux d'alerte, d'avoir privilégié la réussite de leur fille au détriment de la sécurité des autres. Leur fondation finance désormais des programmes de prévention des abus psychologiques dans les écoles. Le sweat est désormais auprès de Jake, enterré à ses côtés lors d'une petite cérémonie en famille. Ce n'est plus le symbole de la cruauté de Sarah, mais la preuve que Jake était parfait tel qu'il était, qu'il méritait d'être aimé sans avoir à changer, que personne n'avait le droit de le briser pour s'amuser. La tâche a disparu, mais l'amour est resté. Notre communauté a compris que les monstres ne ressemblent pas toujours à ce que l'on imagine. Parfois, ils sourient aimablement, offrent une épaule factice et détruisent des vies tout en se faisant passer pour des victimes. Mais nous avons appris aussi que la vérité, une fois révélée, a un pouvoir immense, que les communautés peuvent protéger les plus vulnérables et que la détermination d'un père à ne pas laisser la mort de son fils servir les intérêts d'un prédateur peut tout changer. L'héritage de Jake ne ressemble en rien à l'hommage théâtral que Sarah avait imaginé. Il vit dans le sourire retrouvé de David Chen, dans la volonté de Trevor de réparer ses torts, dans les mesures qui protègent désormais les élèves vulnérables, dans les parents désormais capables de reconnaître les signaux, dans les victimes qui ont retrouvé leur voix. Il est mort en pensant qu'il n'était pas assez, mais sa mort a prouvé qu'il était tout. Un déclencheur, un avertissement, un bouclier pour les autres. Il m'arrive encore, certains matins, d'espérer surprendre Jake en train de faire des pompes dans l'abri de jardin. Le chagrin est toujours là, il a simplement changé de forme. Mais savoir que Sarah ne pourra plus faire de mal à personne, que ses prochaines victimes sont à l'abri, que la mort de Jake a permis de dévoiler un prédateur et de protéger des innocents, cela apporte une forme de paix. Ce n'est pas le bonheur, non, jamais, mais au moins un certain sens, et pour l'instant, ça me suffit.